Bonjour et bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité sur la compliance proposé par Lefebvre Dalloz. Je suis Sophie Bridier, journaliste au sein de la rédaction, et cet épisode a été réalisé avec l'aide de Leslie Brassac, journaliste sur actueldirectionjuridique.fr. Aujourd'hui, pas d'infos marquantes, mais plutôt des idées de réforme à venir. Maintenant que les députés de la majorité et de l'opposition sont élus, que les commissions parlementaires se mettent en place et que le gouvernement planche sur ses projets de loi, pourquoi ne pas soumettre des idées en matière de compliance ? Quelle est la mesure qu'il serait urgent d'adopter dans le domaine de la conformité ? Nous avons tendu notre micro à 6 professionnels de la compliance. Voici leurs suggestions. Depuis 2016, la France a connu un choc de compliance avec l'adoption de nombreux textes. La loi Sapin 2, le RGPD, les textes sur les lanceurs d'alerte et le devoir de vigilance, etc. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ce sont les sujets autour des sanctions embargo qui sont sur le devant de la scène. La compliance, c'est donc un kaléidoscope de normes à respecter par l'entreprise. Aux éléments de droit dur, il faut ajouter de la soft law, parfois définie par des autorités, on pense à l'AFA, à la CNIL, à l'autorité de la concurrence, mais aussi par ses propres investisseurs. Et les choses ne s'arrêtent pas là. La matrice se complexifie encore davantage en fonction du lieu où on opère, même au sein de l'UE. Car certaines directives, on pense notamment à la directive lanceur d'alerte, laissent des options aux États membres. Dans ce paysage complexe, difficile de dégager une doctrine universelle sur la valeur d'un programme de compliance. Alors si on simplifie un peu tout cela, c'est la proposition de Jean-Yves Trochon, ancien directeur juridique et compliance officer, désormais senior counsel au sein du cabinet Rodel & Partner. La question peut se poser de savoir s'il ne serait pas temps que le législateur intervienne pour insuffler un peu d'ordre et de cohérence dans ce kaléidoscope de normes. Ceci pourrait présenter l'avantage de conférer une vraie sécurité juridique aux entreprises en matière de standards de conformité applicables à l'ensemble des risques qui entrent dans le champ de la compliance. Elle pourrait ainsi être mieux à même de définir un ou des programmes proportionnés à leurs risques, englobant tous les domaines de la compliance, plutôt que des programmes particuliers pour chaque matière, selon des prescriptions hétérogènes des régulateurs et des autorités judiciaires. À titre d'exemple, les standards en matière d'enquête interne ou de conflit d'intérêts, ou de diligence raisonnable édictés par l'AFA, pourraient servir de base à des normes communes applicables au-delà de l'anticorruption. Donc les entreprises y trouveraient de nombreux avantages en termes de protection et de sécurité juridique, de maîtrise de leurs coûts de mise en conformité, de cohérence de la pratique décisionnelle des régulateurs et de la jurisprudence, et aussi de critères de reconnaissance de la prise en compte des programmes de compliance à titre de circonstances atténuantes dans le calcul des sanctions et leur assurer ainsi une meilleure prévisibilité de telles sanctions. Et si on allait encore plus loin, pourrait-on imaginer voir les personnes morales exonérées de responsabilités pénales si leur dispositif de compliance était reconnu efficace ? C'est le point de vue de l'avocat William Feugère, créateur des solutions Ethicorp et Etimap. On l'écoute. À mon avis, il y a une mesure qui n'a jamais été mise en œuvre en France, qui fonctionne extrêmement bien dans d'autres pays comme l'Espagne, c'est d'exonérer les personnes morales de leurs responsabilités pénales lorsqu'elles ont mis en place un dispositif de compliance efficace. C'est-à-dire que c'est un moyen de défense devant les tribunaux. On ne peut pas condamner une personne morale pénalement si elle a mis en place un dispositif pertinent. Et si on met en place des process comme ça, pourquoi condamner l'entreprise s'il y a un manquement ? On peut considérer que le manquement est personnel à la personne physique et que l'entreprise n'a pas à en subir les conséquences, elle a fait ce qu'il fallait faire. Par exemple, si on regarde les dispositifs d'alerte, si on a un dispositif d'alerte et que personne ne s'en sert, ça ne sera pas considéré comme pertinent. Ça sera la démonstration qu'on a juste eu un affichage et qu'on n'avait pas envie que les gens utilisent réellement le dispositif. Est-ce qu'on a mené des enquêtes internes quand il y a eu un problème ou est-ce qu'on s'est contenté de laisser comme ça, sans investigation ? Est-ce qu'on a fait une cartographie des risques selon les méthodes connues en la matière ou est-ce qu'on s'est contenté d'interroger 10 personnes depuis leur bureau sans vérifier le côté opérationnel ? Voilà donc le type de questions qui pourraient être posées pour mesurer l'efficacité d'un programme de compliance, selon William Feugère. La décision du juge pénal est en tout cas primordiale pour les entreprises. Elle est déterminante dans le traitement d'autres contentieux satellitaires. C'est ce que nous explique Esther Bitton, directrice juridique et RH marchandises innovation du groupe Casino, qui encourage la chancellerie à donner ses instructions. Donc ma recommandation, c'est que la chancellerie prenne le sujet notamment de l'anticorruption, mais plus généralement
de la compliance à bras-le-corps et demande à l'ensemble de ces juridictions d'enquêter activement et dans des délais conformes à la vie des affaires. Alors, je vais prendre un exemple précis pour illustrer mon propos. Une entreprise qui serait aujourd'hui confrontée à la découverte de faits de corruption de l'un de ses salariés, en fait, elle va se retrouver quelque part avec 3 sujets. Un sujet de corruption, celui que j'évoque, donc ça c'est assez simple, on va tout simplement porter plainte. Un second sujet, c'est que généralement, il y a un corrupteur et un corrompu. Le corrupteur, généralement, ça va être un partenaire, un tiers, avec lequel on a une relation, j'imagine, contractuelle. Donc, on va avoir un sujet dans le tribunal de commerce. Et enfin, un sujet avec le salarié, le corrompu, et donc probablement aussi qu'il va falloir mettre fin à la relation de travail. Et là, vous allez être devant les juridictions prud'homales. Et finalement, le contentieux commercial et le contentieux prud'homal, bien entendu, ils dépendent complètement de ce qui va se passer au pénal, puisque, encore une fois, c'est le premier domino qui va faire tout basculer. Et donc, si on a des juridictions pénales qui n'instruisent pas, qui ne vont pas au bout des choses, eh bien finalement, vous vous retrouvez avec 2 procédures à côté qui n'ont plus de sens. Donc, ma recommandation, ce serait d'avoir une politique pénale beaucoup plus proactive, beaucoup plus rapide sur l'ensemble des faits qui peuvent être poursuivis dans le cadre de la compliance des entreprises et des politiques de compliance mises en place. Changeons d'échelle désormais. La compliance, c'est un large éventail de sujets. Prenons celui du devoir de vigilance, qui devrait connaître une évolution législative dans les prochaines années, grâce à l'adoption de la proposition de directive présentée par la Commission européenne en février dernier. Quels sont les apports que l'on peut souhaiter, tant au niveau européen qu'en France, du fait de la transposition du futur texte? Pauline Abadi, maître de conférences en droit privé à l'université Paris-Saclay, nous livre ses idées. Mais elle revient tout d'abord sur la loi française de 2017, qui est loin d'avoir porté tous ses fruits. 5 ans après sa publication, le nombre d'actions en justice pour non-respect du devoir de vigilance se compte sur les doigts d'une main. Or pourtant, c'est le seul moyen, prévu en droit français, pour s'assurer d'une véritable vigilance des grands groupes. Voici ce qu'elle nous dit. La loi en elle-même, le dispositif est là, il est intéressant, mais on a le sentiment qu'il est très peu, que cette loi est mal appliquée, peu appliquée, et quand on regarde les plans, on est déçu par les plans. Donc vraiment, là où l'effort doit être mis, c'est au niveau du contrôle, en fait, voire éventuellement de la sanction, du respect de la loi. Et cette loi, elle survivra ou elle ne survivra pas si elle est bien contrôlée, bien respectée, bien appliquée. Et c'est là que c'est intéressant que cette directive, cette proposition de directive arrive, parce que elle va mettre le doigt justement sur le dispositif de suivi, de contrôle et peut-être de sanctions aussi. Et puis ça sera surtout l'occasion d'une révision, parce qu'à partir du moment où il va falloir transposer cette directive qui sera adoptée soit par ordonnance, soit par l'outil législatif classique, eh bien c'est le moment de faire le bilan. C'est souhaitable, c'est d'ailleurs demandé par tous, hein. On le voit bien. On regarde les plans sont vagues, les plans ne disent rien, les entreprises sont frileuses, elles-mêmes elles ne savent pas faire, les services de l'État méconnaissent le dispositif, les ONG trouvent que c'est un peu vague, presque du greenwashing. Et il faut d'autant plus la réviser que la proposition de directive va nous obliger à le faire. Pourquoi? Et donc ça c'est le point essentiel, parce que la proposition de directive préconise, impose que soit mise en place une autorité de contrôle. Et pour le moment, on n'a pas d'autorité de contrôle en France. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir cette autorité de contrôle? Parce que, à ce jour, et c'est une très grande lacune, personne ne sait exactement qui sont les entreprises qui doivent publier un plan de vigilance. Les effectifs salariés d'une filiale à l'étranger sont très difficilement comptabilisables, et du coup, on a du mal à savoir, pour les très grandes entreprises qui ont des filiales à l'étranger, on a du mal à savoir si elles rentrent ou pas dans le périmètre des entreprises assujetties. Donc ça, c'est quand même une première difficulté. Et puis la deuxième difficulté, c'est que les entreprises elles-mêmes, elles le disent, elles ont besoin d'être accompagnées. Les entreprises ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une relation commerciale établie, qu'est-ce que c'est que une mesure de vigilance raisonnable, qu'est-ce que c'est qu'un risque d'atteinte grave. Peut-être que le juge aurait pu nous le dire. Mais bon, vous voyez, 5 actions en justice en 5 ans, c'est pas beaucoup. Et donc cet accompagnement pourrait être fait par cette autorité de contrôle à créer, ou qui existe peut-être déjà, mais il faudrait lui confier cette nouvelle mission. Alors, quelle devrait être la physionomie de cette nouvelle autorité de contrôle? On poursuit avec Pauline Abadi. C'est peut-être davantage vers une autorité administrative indépendante,
qu'on s'orientera, qui serait doté d'un véritable pouvoir de contrôle. Moi, je plaiderais pour des sanctions, pour un pouvoir de sanction administrative, à l'image de la DGCCRF. On sait que le Conseil constitutionnel s'était opposé à l'amende civile qui était originellement prévue dans le dispositif en 2017 en disant attention, les textes ne sont pas suffisamment précis. Là, à l'occasion de la révision de la loi, on pourrait préciser justement des sanctions administratives qui pourraient être confiées à cette autorité. La compliance, c'est aussi la protection des données personnelles. Et dans ce domaine, un foisonnement de textes européens viennent de paraître ou sont attendus dans les prochains mois. Data Governance Act, Data Act, futur règlement sur l'intelligence artificielle, DSA ou encore DMA, cette boulimie législative risque de causer une indigestion au DPO. Ce n'est donc pas une proposition de régulation, mais plutôt une invitation à ne pas faire que nous livre Paul-Olivier Gibert, président de l'AFCDP. C'est ces 5 textes qui, combinés entre eux, avec leur articulation avec le RGPD, peuvent être problématiques pour les DPO. C'est la mise en œuvre de la stratégie de la Commission sur les données et sur l'IA qui va poser des problèmes aux acteurs lorsqu'il s'agira de la coordonner avec le RGPD. Alors, une des difficultés majeures de ces textes sera de distinguer s'ils traitent ou si les dispositions s'appliquent à des données généralement quelconques ou à des données également ayant la caractéristique de données à caractère personnel. Autre difficulté qui est posée par ces textes, c'est qu'on va assister à un éclatement de la régulation. Et ça, c'est un problème qui est tout à fait sérieux. Dans la mesure, on a avec la DGA la création d'un Conseil européen d'innovation. On a avec le DMA la création d'un comité consultatif sur les marchés numériques. On a la création d'un Conseil européen des services numériques. Avec les autorités de régulation des données à caractère personnel, ça fait quand même beaucoup de monde à articuler pour régler la même chose. Donc, on peut se demander si c'est pas une machine à fabriquer les trous dans la raquette et ou des conflits entre régulateurs et avec des positions qui seront difficiles à comprendre et à interpréter par les acteurs de terrain que sont les entreprises, les collectivités, tous les organismes et au sein de ceux-ci les DPO. Nous avons constitué des groupes de travail pour les analyser, construire une position et puis nous commençons à externaliser, à exprimer cette position et cette doctrine sur ces textes européens. On conclut avec Stéphane de Navacelle, associé gérant du cabinet éponyme, spécialisé en droit pénal des affaires et en conformité. Il défend une réforme ambitieuse, la création d'une grande profession du droit pour offrir la confidentialité aux juristes d'entreprise, mais pas seulement. La mesure phare indispensable du quinquennat à venir est la création de la profession de juriste-consulte, qui regroupe avocats, magistrats, juristes, tous experts et indépendants, autour d'une déontologie commune. Dans le quotidien, je ne passe pas mon temps à mentir, je ne passe pas mon temps à être sans foi ni loi. Dès que j'enfile ma robe, certains magistrats, et confrères d'ailleurs, pensent qu'on ne peut plus me faire confiance, que je peux mentir à loisir. C'est donc la profession d'avocat qui déforme l'homme. Et donc, de rapprocher les professions ferait que nous gagnerions en confiance, que nous gagnerions en force, en poids dans la société et en indépendance d'un point de vue de la communauté nationale. Merci à tous nos intervenants pour leurs propositions innovantes. C'était le dernier numéro de Vigilance avant l'été. On vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles actualités. À très bientôt.